nous allons être jaloux des médias québécois. Les médias québécois annoncent déjà le travail de Pauline Marois pour la laïcité lui vaut un prix international, Le Devoir. Chère Pauline Marois, vous êtes lauréate du prix international de la laïcité que va vous remettre notre président François Hollande. Bien, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, les lauréats, les militants du comité, les responsables et bien sûr Jean-Michel Ribes, qui est une personnalité à part et qui aurait pu faire un très bon ministre de la Culture, sauf qu'il l'aurait refusé, de peur de devenir conformiste. Mais je veux promettre à Pauline Marois que je ne suis en aucune façon responsable de la fuite qui, bien sûr, maintenant déchaîne une polémique considérable au Québec. Est-ce que ce n'est pas le retour de Pauline Marois qui s'est annoncé ainsi? Elle ne doit rien dire, elle s'exprimera au moment où elle le voudra. C'est un grand plaisir pour moi de lui remettre ce prix parce que les itinéraires de Pauline et de moi-même sont assez parallèles. Et il est même arrivé que les parallèles se croisent. En effet, elle a commencé comme une militante d'un parti qu'elle s'est efforcée de conquérir à plusieurs reprises pour devenir à son tour ministre de plusieurs gouvernements dans des fonctions très nombreuses, puisqu'elle a pu être ministre des Finances, ministre de la Santé, ministre du Trésor. D'ailleurs, au Québec, on se demande de quoi n'a-t-elle pas été ministre. Et elle a même été vice-premier ministre jusqu'au jour où elle est devenue première ministre. Mais vous savez que les Québécois sont beaucoup plus en avance que les Français. Elle a été première ministre, première femme à exercer cette fonction de chef de gouvernement du Québec en 2012. Et c'est donc en 2012 que nos chemins se sont retrouvés. Après avoir été l'une et l'autre chef de l'opposition, nous nous sommes assis à des tables communes pour exprimer nos sentiments sur ce que nous avions à faire. Et ce n'était pas facile. Elle était à la tête d'un gouvernement minoritaire. Et moi, je ne le savais pas, mais j'étais aussi à la tête d'un gouvernement minoritaire. Et quand elle m'a rendu visite à l'Élysée, ce devait être en 2013, il y avait un grand débat au Québec sur la laïcité. Parce que Pauline Marois s'était engagée depuis des années sur la question de la laïcité, et notamment de la charte de la laïcité. Et ce débat, bien sûr, soulevait des divisions profondes dans la société québécoise, mais aussi dans son propre parti, et forcément dans l'opposition. Il faut dire que le Québec revenait de loin, puisqu'il y avait encore des écoles dans les années 90 qui étaient confessionnelles et où on distinguait les écoles catholiques des écoles protestantes. Et il a fallu que Pauline Marois, en 1998, se batte pour que, justement, on ne désigne plus les églises par la confession, mais par la langue qui était parlée. Alors, il y avait donc des écoles, il y a maintenant des écoles francophones et des écoles anglophones, et qui recouvrent sans doute des réalités spirituelles différentes, et sûrement des enfants dont les parents ne pratiquent aucun culte. Et puis, ensuite, Pauline a voulu que cette charte de laïcité, même si elle a quitté le gouvernement, provoquant une dissolution pour que les esprits évoluent. Là aussi, si quelqu'un nous entend, il ne faut jamais dissoudre sans être sûr de pouvoir obtenir une majorité ensuite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dissoudre. Il faut le faire à bon escient.
Et il est un peu absurde d'ailleurs quand j'entends un responsable politique, est-il vraiment responsable, dire qu'il veut la dissolution alors qu'il n'a aucune chance de gagner les élections. C'est étrange comme procédé. Mais je reviens au Québec, je vais m'égarer dans les politiques intérieures qui n'intéressent ici personne, bien sûr. Et donc, Pauline Marois a voulu que la charte de la laïcité puisse trouver sa place, et c'est ainsi qu'elle a pu obtenir satisfaction sur ce grand texte. Je veux terminer pour dire qu'elle a aussi eu, pour justifier ce prix, à cœur de développer un réseau d'écoles maternelles en Amérique du Nord, qui est un exemple pour accéder ou faire accéder au savoir les jeunes de son pays, mais aussi un exemple pour faire prévaloir l'égalité et donc la laïcité. Je vais simplement conclure par cette réflexion. Une grande bataille est engagée contre la démocratie. Cette bataille, elle est menée à l'extérieur de notre pays, à l'extérieur de l'Europe. Chacun pense à ce qui se produit en Ukraine ou plus loin en Asie, en Chine ou en Iran, ça a été fort bien dit. On aurait pu ajouter la Turquie, on aurait pu ajouter ce qui se passe en Birmanie, la Corée du Nord, et puis beaucoup d'autres. Et les régimes autoritaires ont pris confiance dans leur système et nous regardent avec une forme d'arrogance. Ces régimes autoritaires, j'ai fréquenté un certain nombre de ces dirigeants, pensent que nous sommes des sociétés déclinantes, décadentes, dépravées. Elles sont inspirées aussi d'une façon ou d'une autre par les religions, que ce soit l'islam radical ou que ce soit les églises évangéliques, comme on l'a vu au Brésil et encore aux États-Unis. Elles sont inspirées par des thèses sectaires. Elles usent de la religion et considèrent que nous sommes, comme le disait très bien Jean-Michel, gagnés par le diable, ou en tout cas les démons. Et quand il y a eu les batailles que nous avons menées sur le mariage, ou pour tous, ou demain sur la question de la fin de vie, ces mêmes systèmes autoritaires dénoncent ces progrès comme étant autant de renoncements. Cette bataille, donc, elle est menée de l'extérieur, mais elle est menée de l'intérieur. Et c'est ça qui est finalement le plus grand péril. Quand un pays utilise son armée, nous avons l'obligation de nous défendre, ou en tout cas d'aider ceux qui sont les résistants de la démocratie pour sauver l'intégrité de leur territoire et leur indépendance. Mais là, il y a une tentative, plusieurs tentatives pour miner la démocratie. Et ce que nous avons vu ces dernières années, c'est une de ces tentatives-là. Mettre en cause l'école de la République, atteindre des principes qui sont les principes fondamentaux de l'organisation des services publics, faire en sorte que nous puissions ne plus avoir d'identité commune, sauf des identités qui seraient fixées par le bon vouloir de groupes ou de communautés. Donc nous sommes dans cette bataille aussi. Et l'une ne se mène pas sans l'autre. Voilà pourquoi, Pauline, ce combat, il est international. Il n'est pas simplement un combat de francophones, disons-le. Il est un combat mondial. Il doit être mené par tous, par tous les démocrates. Mais faut-il encore que les démocrates, ici on les appellera les républicains, aient envie encore de se battre et veulent vraiment défendre l'idée qu'ils se font d'une vie en commun. C'est ce qu'a fait Pauline Marois. Je te remets. Que dire après tout ça? En fait, je n'ai pas de discours à prononcer. Il a tout dit ce que j'aurais souhaité partager avec vous. Merci beaucoup, François Hollande. Merci, Monsieur le Président. Et cher François, pour moi, c'est un immense plaisir que de recevoir ce prix de tes mains. Je suis toujours très heureuse de revoir François Hollande, qui est un ami du Québec. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour moi.
Je veux saluer évidemment Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, chers dignitaires et chers amis de la laïcité. Je veux dire un merci tout spécial à Monsieur Abergel et au président du jury, Monsieur Pelloux, que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui, avec lesquels j'ai pu échanger. Et bien sûr, merci aux membres du comité Laïcité République. C'est une grande distinction qui m'est offerte aujourd'hui. Je veux dire un merci spécial aussi à ma compatriote, que certains d'entre vous connaissent peut-être, Djemila Benhabib. Djemila. Merci Djemila, de ton combat pour la laïcité, de ta lutte pour l'égalité des femmes et de ton soutien à la souveraineté du peuple québécois. Djemila a été à mes côtés à 2 reprises comme candidate du Parti québécois. Merci, Djemila. Ce soir, d'ailleurs, en recevant ce prix de la laïcité, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces femmes iraniennes qui se battent à main nue pour leur dignité, pour leur liberté. Nous avons envers elles un devoir absolu de solidarité. C'est donc avec émotion que je reçois le prix international pour la laïcité. Je suis fière de rejoindre ce groupe de lauréats qui, chacun à sa façon, s'est battu pour que chaque personne puisse exprimer librement ses pensées, vivre selon ses valeurs. J'en suis personnellement très touchée, mais je tiens à être équitable envers celles et ceux qui ont combattu pour la laïcité au Québec. L'histoire ne s'écrit pas au singulier. Il y a un adage que je répète souvent, chaque fois que j'en ai l'occasion. Si nous voyons plus loin que ceux qui nous ont précédés, c'est parce que nous sommes assis sur leurs épaules. Pour comprendre le chemin que les Québécois ont parcouru, il faut remonter à son origine. Dans la foulée de la conquête de la Nouvelle-France par le Royaume de Grande-Bretagne en 1759-1760, selon son appréciation de la conjoncture, la couronne britannique a successivement tenté d'assimiler les Canadiens français ou de les fidéliser. Avec la connivence des élites locales, le clergé catholique, soucieux de garder sous son aile ses croyants, a graduellement construit une alliance avec le conquérant. En échange de leur soumission, les colons français ont finalement pu conserver leur religion, leur langue et le droit civil de leur mère patrie. Dominée par son clergé, la société québécoise a commencé une longue période de survivance où les religieux ont construit et contrôlé les écoles, les hôpitaux et l'assistance publique. Les religieuses, les prêtres et les évêques ont bien sûr des réalisations positives à leur actif, évidemment. Cependant, durant toute l'époque de la survivance, la chape de plomb qui a recouvert le Québec a profondément marqué son histoire. La présence de nombreux missionnaires à l'étranger, la participation aux conflits internationaux, les migrations vers les États-Unis. Plus d'1 million de Québécois au début du siècle dernier ont migré vers les États-Unis. Les migrations donc vers les États-Unis, les relations étroites de nombreux artistes et intellectuels avec Paris ont fait en sorte que la société québécoise n'a jamais été complètement isolée. Mais la volonté de participer pleinement dans la modernité tardait. En fait, il faut attendre 1960 pour que se lève un vent de changement qui va permettre au Québec d'entreprendre la séparation entre l'Église et l'État et de s'ouvrir avec enthousiasme au monde. À cet égard, les premières et les plus profondes lignes de rupture ont été dans le monde de l'éducation. Nous avons successivement assisté à la création du ministère de l'Éducation. C'était en 1964. Des collèges d'enseignement général et spécialisés et professionnels en 1967, à l'ouverture de l'Université du Québec, première université publique en 1968 au Québec. Ces grandes réalisations sont issues des travaux d'une commission d'enquête. Celle-ci s'est appuyée sur les recherches d'intellectuels talentueux. Je pense particulièrement à Guy Rocher, un géant des études sociologiques québécoises, qui a été au cœur des combats pour la démocratisation de l'enseignement
et la laïcité de l'État. Les grands changements se font dans la durée et les obstacles ont été nombreux sur le chemin qu'il nous restait à parcourir. La Constitution canadienne édictait clairement que nos écoles, et François le rappelait à juste titre, que nos écoles étaient gérées sur une base territoriale par des commissions scolaires catholiques et protestantes. Lors de la création du ministère de l'Éducation, l'État avait été tenu d'accepter la présence d'un sous-ministre de foi catholique et un autre de foi protestante. Aucun programme, aucun manuel scolaire ne pouvait être autorisé sans leur consentement. Il aura donc fallu attendre la fin des années 90, au moment où je suis devenue ministre de l'Éducation, pour conclure de délicates négociations avec les autorités religieuses, la communauté anglophone et l'État fédéral, afin de lever l'obstacle constitutionnel qui empêchait la création de commissions scolaires linguistiques francophones et anglophones. Évidemment, la marche vers la laïcité ne touche pas que le monde de l'éducation. Parmi les nombreux repères qu'il faut retenir, je pense au Code civil et à la loi sur la laïcité de l'État. En 1980, sous René Lévesque, alors Premier ministre du Québec, celui-ci a adopté un nouveau Code civil qui éliminait toute distinction légale basée sur le sexe. En 2013, au moment où j'exerçais la fonction de Première ministre, mon gouvernement a présenté un projet de loi pour affirmer les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi, bien sûr, que l'égalité entre les hommes et les femmes. Le temps nous a manqué pour faire adopter ce texte législatif. Ce n'est donc qu'en 2019, il y a à peine 3 ans, qu'une loi a été adoptée par notre Assemblée nationale afin d'interdire aux enseignantes et aux enseignants, ainsi qu'aux personnes qui représentent l'autorité de l'État, de porter des signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Le chemin de la laïcité de l'État a été long à parcourir et la route n'est pas terminée. Les progrès demeurent fragiles en terre d'Amérique. Pensons à nos puissants voisins américains. Je suis à ce moment-ci profondément inquiète de ce qui s'y vit. J'ai évoqué il y a quelques instants la position juridique particulière du Québec à notre Code civil québécois, dont les origines remontent à la Nouvelle-France, aux lois criminelles canadiennes qui sont régies selon les règles de la common law. Il faut ajouter une Constitution qui restreint sévèrement notre capacité de légiférer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Québec doit surmonter de grands obstacles juridiques et politiques chaque fois qu'il veut encadrer les règles qui doivent régir l'art de vivre ensemble dans une société pluraliste. Chaque fois aussi que nous désirons promouvoir la laïcité de l'État. Au nom de la défense des droits et libertés enchâssés dans la Constitution canadienne, l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les enseignants et les officiers qui représentent l'autorité de l'État est attaquée en ce moment même avec animosité devant les tribunaux. L'État fédéral, dominé par le Canada anglais, se dit post-colonial, post-national et multiculturel. Paradoxalement, il considère que les seuls référents acceptables en matière de droits et libertés sont les siens. Ainsi, pour le gouvernement canadien et les médias anglophones, les décisions de la Cour européenne de justice à l'égard du port de signes religieux sont totalement, à leur point de vue, discriminatoires. Pour bien comprendre la résistance de l'État fédéral à la vision québécoise de la laïcité, il faut savoir que le Canada accorde aux religions un statut tout à fait particulier. Préoccupé par l'augmentation des crimes haineux, le gouvernement canadien a voulu élargir la définition de l'incitation à la haine, ajoutant certains éléments dans son code criminel. Grâce à la vigilance d'une femme remarquable, Mme Marie-Claude Girard, qui est une ancienne directrice de la Commission canadienne des droits de la personne, nous avons appris, et j'en suis toujours estomaquée à chaque fois que j'en parle, nous avons appris qu'Ottawa a choisi de continuer à protéger le discours religieux pouvant inciter à la haine s'il est prononcé, entre guillemets, de bonne foi et fondé sur un texte religieux.
Je vous laisse deviner l'usage que des prédicateurs à la fois sincères peuvent faire de textes religieux plus que millénaires. Dans cet État fédéral, à la Chambre des communes, depuis 1877, à chaque début de séance, le président lit la prière qui commence par « Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces, etc., etc. » Dans cet État fédéral, on accuse le Québec d'être intolérant parce qu'il prône la laïcité de l'État. Or, il y a moins de crimes haineux au Québec qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique, deux importantes provinces canadiennes. En fait, quand on regarde Toronto et Montréal, par 100 000 habitants, il y a 2 fois moins de crimes haineux à Montréal qu'à Toronto. Mais c'est nous qu'on traite d'intolérants. La laïcité défendue depuis le siècle des Lumières, a apporté quelque chose d'important à toute l'humanité. Une vision qui incarne à la fois la liberté d'expression et l'esprit de tolérance. Elle est aussi un des ingrédients fondamentaux d'une valeur qui me tient, vous l'aurez compris, particulièrement à cœur, l'égalité des hommes et des femmes. Il y a une féministe, philosophe et femme de lettres française pour qui j'ai une admiration particulière. Il s'agit, vous l'avez peut-être deviné, elle était citée tout à l'heure, c'est Élisabeth Badinter, qui a affirmé avec une grande lucidité que, et je la cite, « Sans une bonne part de laïcité, la libération des femmes est impossible. » Je me permets de la citer une autre fois. Que ce soit chez les Juifs ou chez les musulmans. J'ajoute chez les chrétiens. La religion commande encore aujourd'hui que la femme soit conforme au statut de seconde, un statut inférieur à celui de l'homme. Elle doit lui obéir comme il obéit à Dieu. Il ne peut donc pas y avoir de libération des femmes et d'égalité des sexes, car le modèle dont on s'inspire est la Bible ou le Coran. Fin de la citation. Je ne vous imposerai pas l'écoute des édits religieux plus misogynes les uns que les autres, mais il me semble indéniable que les gens de gauche qui ont abandonné la défense de la laïcité ont perdu une partie de leur âme en chemin. Alors entendons-nous, la laïcité ne garantit pas à elle seule la libération et l'égalité des femmes, mais elle en est un ingrédient essentiel. Il y en a un autre qui a été au cœur de mon engagement politique. François le rappelait à juste titre tout à l'heure, la possibilité pour les femmes de concilier le travail et la famille. Cela se traduit très concrètement par le partage des tâches familiales entre les conjoints, mais aussi par l'existence d'un lieu où, dès le jeune âge, les enfants peuvent être gardés en toute sécurité, dans un milieu stimulant intellectuellement et émotivement. Au Québec, j'ai eu le bonheur de mettre en œuvre une politique qui nous a permis de créer des centres de la petite enfance, qui sont construits et gérés par les parents, selon un modèle d'économie sociale, soutenu financièrement très largement par l'État. C'est une première au Canada et sûrement en Amérique du Nord. Pour les femmes, les résultats cumulatifs des transformations de notre système d'éducation, de notre marche vers la laïcité et de notre politique familiale illustrent ce qu'est devenu le Québec d'aujourd'hui. Le Québec est l'endroit où les couples vivant en union libre sont majoritaires, où le mariage pour tous est légalisé depuis très longtemps. Un lieu où la participation des femmes au marché du travail est la plus importante en Amérique et la 3e au monde. La juridiction où l'écart de revenus entre les hommes et les femmes est le moins important. Le travail n'est pas terminé. Et comme le disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits et elle ajoutait ceci, ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Quoi qu'aient pu affirmer certains penseurs, la marche de l'histoire ne s'arrête jamais. Sur tous les fronts, les conquêtes des femmes et des hommes qui ont lutté pour que nous vivions dans des sociétés plus démocratiques, plus justes, plus humaines, ne résisteront pas autant si nous ne les défendons pas. En séparant clairement le savoir et les croyances, la laïcité favorise l'esprit de tolérance.
Dans un État laïque et démocratique, chacun est libre de sa foi. Mais les règles qui définissent l'art de vivre ensemble ne doivent pas être déterminées par des préceptes religieux. Dans des sociétés démocratiques qui seront inévitablement davantage pluralistes, la meilleure façon de respecter les droits et libertés de tous est de définir des valeurs communes qui nous permettent de vivre harmonieusement ensemble. C'est ce que j'appelle le ciment qui doit nous unir. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que la défense de la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la laïcité de l'État sont les fondements des sociétés de l'avenir. Merci encore pour ce prix.